Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Trois éléments sont nécessaires pour ouvrir le couvercle d'un coffre, d'une trappe et pourquoi pas une porte, oui. Déjà, il faut une pièce fixée sur la partie immobile, tenez, sur le montant de la porte ou sur la caisse du coffre. Ensuite, il faut une autre pièce qui, elle, est fixée sur la partie qui bouge, le couvercle du coffre ou bien la porte elle-même. Entre les deux, une troisième pièce, une broche, permet la rotation. Ça y est, nous avons une charnière. C'est de cet assemblage que naît le mouvement, le changement. Mais de quoi est constituée une année charnière ? Oui, une année charnière. Eh bien là, il faut au moins deux éléments. Déjà, il faut que les contemporains se rendent compte qu'il se passe quelque chose. L'année est particulière. Ensuite, il faut que les historiens et les historiennes identifient cette année comme remarquable. Mais il y a un troisième élément. Oui, il est essentiel pour que fonctionne cette pièce qu'il y ait du fantasme, de la fascination, parfois de l'imagination. Nous voici devant une année charnière et la plus célèbre, la vedette de ces changements est sans doute l'année 476, la chute de Rome. Mais la chute de Rome est-elle une journée particulière dans une année charnière ou bien la longue décadence d'un empire décati ? Cette semaine, dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons aux années charnières, l'histoire au tournant. Oui, ces moments très particuliers qui ponctuent la chronologie de 476 avec la chute de Rome à 1520 au seuil d'un nouveau monde en passant par l'année 1870 qui nous conduit doucement vers l'année terrible de 1871 et puis 1990 entre fin et commencement. C'est un voyage temporel qui va nous conduire à la fin de la semaine vers une autre année charnière, 2020, quand il est question de regarder le présent pour préparer le travail des historiens, des historiennes du futur, des émissions à réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, et puis en podcast, la balado-diffusion, des émissions à commenter sur le groupe Facebook, le cours de l'histoire. Et donc aujourd'hui, 476, la chute de Rome, décadence d'un empire décati, ou alors année de basculement. Bonjour Claire Sautinel. Bonjour Xavier Mauduit. Vous êtes professeur d'histoire romaine à l'université Paris-Est Créteil. Vous êtes l'auteur de Rome, la fin d'un empire de Caracalla à Théodoric. Alors là, il y a les dates sur l'ouvrage publié chez Belin, magnifique ouvrage, 212, fin du 5e siècle. Dites-nous, cette année 476, Claire Sautinel, est une année qui revient sans cesse parce qu'elle est très pratique dans la chronologie. C'est la fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge. Que s'est-il passé en 476 ? Il s'est d'abord passé que des savants historiens du 19e siècle ont décidé que c'était la séparation de deux périodes enseignées à l'université, l'Antiquité et le Moyen-Âge. 476 est une année qui a bien sûr existé, c'est une année importante où il s'est passé des choses significatives, entre autres la fin, effectivement, d'un gouvernement impérial spécifique à l'Occident. Mais c'est une année qui n'émerge comme un point charnière que très tardivement et qui est une convention, et il faut vraiment pas l'oublier, ce qui n'enlève rien à son intérêt, mais le choix, on aurait pu choisir d'autres années, 455 qui est la fin de la dynastie théodosienne en Italie, on aurait pu choisir la fin de la guerre gothique en Italie également, beaucoup plus tard, en 555. Mais on a choisi 476 parce qu'on a privilégié la fin d'un moment politique, la fin d'une institution politique qu'on a identifiée à la fin d'un moment historique, voire d'une civilisation. On va identifier 476 à la chute de l'Empire romain. Alors que ce qui se passe en 476, c'est la déposition du dernier empereur romain d'Occident, comme c'est souvent très bien écrit, mais avec cet effet d'amalgame
qui globalise l'événement. Oui, au moment de mettre en place une date, parce qu'elle est choisie, vous nous l'avez bien dit, Claire Sautinel, il y aurait pu y avoir d'autres dates. Quel événement est vraiment identifié par les historiens du 19e siècle? Donc, vous me dites, c'est la déposition du dernier empereur romain. Donc, c'est rigolo parce que c'est Romulus en plus. Donc, il y a comme un écho au tout début de l'histoire romaine. C'est trop beau pour être vrai. Je préciserai encore, sans vouloir faire sans vouloir être critique à l'excès, mais c'est choisi par des historiens occidentaux. C'est une date qui fait bondir les historiens, non pas chinois ou indiens, mais tout simplement grecs ou de l'Orient méditerranéen. Alors, 476, c'est une année où il se passe vraiment beaucoup de choses. Et c'est sans doute, c'est aussi assez intéressant, il y a une crise politique à la fois en Orient et en Occident. C'est pas seulement à Rome que les choses sont compliquées, mais également à Constantinople. Cependant, ce qui justifie que les historiens des universités des pays d'Europe aient choisi cette date de 476 comme moment bascule, c'est le fait que au mois d'août de cette année, l'armée d'Italie, qui était sous les ordres d'un empereur qui lui-même avait usurpé le pouvoir l'année précédente en 475, le maître des milices, c'est-à-dire le commandant en chef de l'armée, avait chassé l'empereur régnant Julius Nepos en 475, et il avait placé son fils, effectivement, qui apparemment s'appelait bien Romulus, sur le trône à Ravenne. Donc là, 475. Assez intéressant, c'est que tout ce qu'on sait dans les sources, c'est cette chose très sommaire. Oreste place son fils sur le trône, sans qu'on ait la moindre idée du processus institutionnel, du rôle de l'armée, du rôle du Sénat. Et au mois d'août 476, l'armée, très mécontente de ne pas être payée depuis plusieurs mois, se donne un roi en la personne d'un de ses généraux qui s'appelle Odoacre et qui est un barbare, d'un groupe barbare qu'on appelle les Skyres, qui faisait partie des sous-groupes qui existaient à la périphérie du royaume unique, du royaume des Huns d'Attila. Et Odoacre est donc proclamé roi par l'armée. Et Odoacre renverse Oreste, qui s'était réfugié à Plaisance en Italie, et le 4 septembre, Odoacre pénètre à Ravenne et dépose Romulus et ne désigne personne comme empereur. La nouveauté, c'est ça, c'est que Odoacre ne cherche pas à placer un empereur sur le trône. Il s'entend avec le Sénat à Rome et propose au Sénat de renvoyer à Constantinople les insignes impériaux, avec comme message que l'Occident n'a pas besoin d'un empereur différent de l'empereur qui est en Orient. Et sous cela s'inscrit dans un contexte qui va à l'opposé des clichés que nous avons de l'Empire romain, un Empire romain uni avec une capitale, Rome. Claire Sautinel, vous nous dites bien que cela se passe à Ravenne. Donc déjà, Rome n'est plus la capitale, enfin elle peut l'être, mais n'est plus la ville de résidence des empereurs. Et puis l'Empire lui-même n'est pas un empire aussi cohérent que celui qu'on nous impose, ou qu'il a été quelques siècles auparavant, avec un seul empereur et un territoire uni. S'il faut lutter contre les préjugés, c'est plutôt contre le préjugé inverse, c'est-à-dire que non, l'empire n'est plus l'empire d'Auguste avec un seul empereur et une ville centre, une ville source de tout pouvoir qui est Rome, comme c'est le cas pendant les 2 premiers siècles de l'empire, mais ce n'est pas non plus un empire divisé, un empire partagé en 2 empires qui seraient l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident. Ça reste un empire unique, et d'ailleurs la décision commune d'Odoacre et du Sénat de Rome n'est pas de supprimer l'Empire en Occident,
c'est de s'adresser à l'empereur de Constantinople, reconnu comme empereur de tout l'Empire romain, pour lui dire qu'il suffit comme empereur et que Rome sera que l'Italie sera localement administrée par Odoacre, qui reçoit un titre de l'empereur romain, mais qu'il n'y a plus besoin d'empereur en Occident. Pour les Romains de l'époque, c'est plus une translation du siège de l'Empire de l'Italie vers Constantinople qu'un renoncement à l'Empire romain. D'ailleurs, Odoacre est roi de ses soldats, mais il n'est pas roi des Romains. D'une certaine façon, l'Italie, sous Odoacre, reste une province romaine de l'Empire, mais en administration directe par un roi d'origine barbare, comme l'est déjà depuis quelques décennies l'Aquitaine par l'Ego. Donc un empire qui n'est pas unifié, mais un empire qui n'est pas non plus divisé. Et si on choisit 476 comme date de la fin de l'Empire romain, c'est parce que nous, les historiens, on sait que l'Empire romain, qu'il n'y a plus jamais eu d'empereur occidental par la suite, avant Charlemagne, dans une sorte de rénovation de l'Empire, et que donc c'est bien la fin d'un système qui était né avec Auguste. C'est quelque chose que des chroniqueurs du VIe siècle perçoivent extrêmement bien, que la fin est en 476. C'est pas que la fin de l'Empire romain est en 476 pour l'Occident. Mais la façon dont les chroniqueurs l'expriment est intéressante. Ils parlent pas de l'Empire d'Occident. Ils parlent de l'Empire romain, ou plutôt de l'Empire des Romains d'Occident. Oui, il y a une subtilité et nous voyons bien ici l'essentiel qui est toujours la source en histoire, surtout quand il est question de ces années très particulières. Claire Sautinel, nous évoquions, c'est vrai, le regard des historiens pour choisir une année. Donc nous voyons bien qu'avec 476, la chute de l'Empire romain, le choix est très discutable. Et il y a le regard des contemporains, les gens de 476. Se sont-ils rendus compte qu'il se passait quelque chose? Je vous propose juste d'écouter un extrait d'un texte de Sidoine Apollinaire qui, dans ses lettres en 468, donc nous sommes juste avant la fin officielle de l'Empire romain, parlait de cette ville de Rome, la capitale occidentale. C'est une lecture dans le cours de l'histoire sur France Culture par Tatiana Werner. Dans ce marécage sont continuellement inversées les lois de la nature. Les murs tombent, les eaux stagnent, les tours flottent, les navires sont échoués, les malades se promènent, les médecins sont alités, les bains sont glacés, les appartements brûlants, les vivants ont soif, les morts nagent dans l'eau, les voleurs veillent, les autorités dorment. Ainsi, peux-tu voir en quel genre de cité tu as établi ton foyer domestique? Une cité qui peut plus facilement avoir un territoire que de la terre. En 468, donc quelques années avant la fin officielle de l'Empire romain, Sidoine Apollinaire nous donne un panorama très sombre de cette partie occidentale de l'Empire. Claire Sautinel, qu'en est-il? L'Empire est vraiment décati à ce moment-là, en tout cas en Italie? Non, enfin oui et non. Sidoine parle de Ravenne dans ce c'est Ravenne, donc texte, la capitale occidentale qui s'est déplacée de Rome à Ravenne. Voilà, enfin le siège impérial qui s'est déplacé de Rome à Ravenne, et Ravenne c'est effectivement très 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 marécageux, il y a pas de doute, et c'est une ville maritime qui ne ressemble pas du tout à Rome, qui est beaucoup plus petite, qui n'a pas encore tous les éléments de l'extraordinaire parure monumentale qu'elle acquiert au VIe siècle avec l'œuvre du roi Gau Théodoric. Et alors l'Empire est-il décati? Évidemment, quand on est spécialiste de cette période, on est toujours un petit peu réticent devant ces qualificatifs globalement péjoratifs. L'Empire, alors, de quoi parle-t-on? Si on parle du pays, de l'Italie, de son économie, de sa société, de ses villes, l'Italie, elle est à genoux.
est pas décatie, elle est à genoux, et elle est à genoux parce que depuis le milieu du 5e siècle, les Vandales contrôlent l'Afrique et contrôlent la vente du blé et dont l'Italie a besoin pour se nourrir. D'autre part, en 455, les Vandales sont venus jusqu'à Rome et ont saccagé la ville en causant bien plus de dégâts que dans le célèbre sac de Rome de 410. Et pire encore, en 472, donc 4 ans après le texte de Sidoine, qui a dans ses lettres des belles descriptions de Rome, mais en 472, Rome est le théâtre d'une guerre civile entre l'empereur officiel Anthemius et son général en chef, le maître des milices Ricimère, et il y a 2 mois de guerre civile à Rome qui ravage là pour le coup véritablement la cité. Et la ville de Rome a perdu une grande partie de ses œuvres d'art, pratiquement l'énorme majorité de toutes les œuvres métalliques, y compris les portes de bronze ou les tuiles de bronze de certains édifices connus. Donc c'est pas qu'elle est décatie, c'est qu'elle est véritablement épuisée par une crise économique gravissime causée par les difficultés commerciales. La seule ligne de survie de l'Italie, c'est le commerce avec l'Orient, justement rendu possible par les liens étroits qui existent entre la cour de Constantinople et celle de Ravenne. C'est un des prédécesseurs du dernier empereur de Romulus, le petit Romulus, a autorisé les Italiens à s'armer pour se défendre contre les pirates vandales, alors que dès le début de l'Empire romain, il est interdit d'être armé pour tous les civils, seuls les militaires peuvent être armés. Donc l'Empire romain, il est d'une certaine façon, tel qu'Auguste l'avait fini, en Occident, il est déjà terminé bien avant 476. Mais c'est pas une question d'être vieux, décati, de pas avoir d'idées nouvelles, de pas produire d'œuvres d'art. C'est une crise militaire qui génère une crise économique terrible et qui fait que l'Italie n'a plus de ressources. Pourquoi est-ce qu'Odoacre est élu empereur ? Parce que l'armée n'est plus payée. Pourquoi l'armée n'est plus payée ? Parce qu'il n'y a plus d'impôts qui rentrent, parce que l'empereur à Ravenne ne contrôle plus, alors ni l'Afrique depuis 435, ni la Gaule depuis 450 à peu près, et donc les ressources manquent. C'est une crise là pour le coup, plus qu'une décrépitude. C'est une crise, et puis l'Empire est différent. Il n'est pas décati, il est différent. Il a changé parce que nous sommes sur une chronologie très très longue avec l'Empire romain. Et là, nous nous trouvons au 5e siècle, 476, et on ne peut pas comparer à ce qui s'est passé si longtemps auparavant, 500 ans auparavant. Donc le monde a changé, mais les contemporains eux-mêmes, en 476, se rendent-ils compte que quelque chose est en train de se transformer ? Est-ce qu'il y a cette conscience que les contemporains assistent à un basculement ? Alors cette conscience, elle apparaît elle apparaît pas chez les auteurs tout à fait contemporains. On n'a pas beaucoup de textes, on n'a pas énormément de textes écrits de cette période. On en a qui datent de la décennie qui suit. Et on voit bien que la sensibilité n'est pas ne permet pas de voir que les choses ont changé radicalement. Entre autres parce que les Romains sont toujours, les Italiens en général, sont toujours sous administration officiellement romaine, c'est-à-dire que le droit romain s'applique, ils payent les mêmes impôts. Ils n'ont pas forcément les mêmes percepteurs d'impôts, mais ils payent les mêmes impôts. L'armée ne change ni de titre, ni d'organisation militaire. Donc, c'est pas forcément très sensible. On le voit apparaître chez les chroniqueurs du VIe siècle, des chroniqueurs qui écrivent soit en Italie, dans l'Italie gouvernée par Théodoric à partir de 493, où on voit. Alors ces chroniqueurs reprennent la tradition d'écrire leur histoire année par année. Et pour l'année 476,
J'ai sous les yeux le texte d'un auteur qu'on appelle l'Anonyme de Valois, du nom de l'érudit Henri Valois, qu'il a publié au XVIIe siècle, et qui est un texte qui a été publié dans les années 530 en Italie. Et l'entrée pour l'année 476 commence par l'ego dévaste de nombreuses villes en Gaule sous le roi Euric, et en particulier Arles est soustraite à l'autorité romaine. Mais vous entendez bien l'autorité romaine. En Italie, les Hérules, qui étaient soumis au droit romain, ce qui est une façon de dire que les Hérules faisaient partie de l'armée romaine, c'était pas des barbares envahisseurs, les Hérules créent un roi du nom d'Odoacre, un homme sérieux par l'âge et par la sagesse et expert dans les choses de la guerre, lequel tue le patrice Oreste qui résidait à Pavie. Il y a une erreur du chroniqueur, mais c'est pas grave. Et entrant à Ravenne, il dépose l'Augustule de son trône et il l'envoie en exil. Donc vous voyez, c'est le dernier, il suit un ordre chronologique de l'année et c'est un événement un petit peu parmi d'autres. Oui, c'est ça. Augustule, c'est le petit Auguste, c'est le Romulus, c'est le dernier empereur romain. Voilà. Alors, d'Occident. ce qui évidemment est délicieux pour nous les historiens, et rien que ça suffit à justifier la fascination pour 476, le nom du fondateur de Rome, Romulus, et le nom du premier empereur réduit à un diminutif. Vous imaginez ce que Gibbon, le célèbre historien anglais, auteur de l'histoire de la décadence de l'Empire romain, a pu écrire comme page magnifique. Mais un autre chroniqueur qui lui écrit, qui est de langue latine, mais qui écrit depuis Constantinople et qui écrit avant 531, puisque sa chronique se finit à cette date-là, ou à peu près, enfin après 531, mais très peu de temps après, je veux dire. Raconte la même chose. Il commence l'entrée de 476 en parlant de la crise en Orient et de la fin de l'usurpation du tyran Basilisque. Et puis ensuite, il raconte l'histoire d'Odoacre, à peu près dans les mêmes termes que ceux que j'ai évoqués, en rajoutant une phrase: l'empire du peuple romain d'Occident, qu'Octavien Auguste avait commencé à gouverner, premier des Augustes, en la 709e année de la fondation de la ville, a péri avec cet Augustule en la 527e année du règne des empereurs, les rois des Goths tenant Rome par la suite. C'est-à-dire qu'il récapitule toute l'histoire de Rome et la fait aboutir à la déposition de Romulus Augustule. On peut dire que c'est Marcellinus Comes qui invente cette idée que Imperium perit, que l'empire a péri avec la mort de Romulus Augustule. L'empire a péri avec la mort d'un empereur en 476. Enfin, pas avec la mort, avec la déposition. La déposition, oui. On ne sait pas ce qu'il devient d'ailleurs. Enfin, il est isolé un moment. On le sait très bien, parce qu'il a 14 ans au moment où il est déposé. Il faut se rappeler, il a été posé sur le trône par son père à 13 ans, et il a été déposé à 14 ans. Et c'est Marcellinus qui le dit aussi, touché par sa jeunesse et par sa beauté, parce qu'apparemment c'était un joli garçon. Odoacre l'envoie quelque part en Campanie, dans une ville fortifiée de Campanie, avec une pension assez conséquente. Et Romulus Augustule y a vécu jusqu'à sa vieillesse. On ne sait pas exactement quand il est mort, mais il y a vécu quelques décennies. Laissé parfaitement en paix, aussi bien par Odoacre que par les rois goths qui ont suivi. Et il n'a pas essayé de revenir, comme beaucoup d'ailleurs qui ont perdu le pouvoir, qui tentent de le reprendre. Je crois que lui, il n'a pas du tout essayé, qu'il devait être bien content d'être laissé tranquille dans quelque part sur la côte amalfitaine, plus agréable que de risquer sa peau à essayer de régner en Italie. L'histoire au tournant, les années charnières. Oui, aujourd'hui, nous nous intéressons dans le cours de l'histoire sur France Culture à l'année 476, la chute de Rome. Alors, une année beaucoup plus complexe, une année plus symbolique, avec Claire Sentinelle qui nous donne ses explications. Nous, ce n'est pas vraiment au revoir Rome en 476, bien loin de ce que chantait Tino Rossi, Arrivederci Roma. Arrivederci Roma, goodbye
douce fraîcheur de tes fontaines qui chante l'amour sous ton ciel bleu ensoleillé. Arrive de Chiroma, goodbye, au revoir. J'emporte avec moi tes ritournelles, le gai tourbillon de tes ruelles et la douceur infinie de tes nuits parfumées. Arrivederci Roma, chantait Tino Rossi dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig, avec aujourd'hui à la technique Jean Frédérix. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse dans le cours de l'histoire, ce sont ces années très particulières, ces années charnières, et notamment l'année 476, la chute de Rome. Claire Sautinel, vous nous avez bien dit que cette chute de Rome était, par son année 476, une construction tardive d'historiens. Qu'elle est particulière, c'est pas une année insignifiante. Il y a quelque chose qui s'est créé là, avec une vraie interrogation de cette mise en place de l'année 476. Vous nous avez expliqué que des chroniqueurs du contemporain avaient identifié qu'il se passait quelque chose, mais vraiment il faut attendre le 19e siècle pour que cette année-là s'impose comme étant celle de la chute de Rome. Mais il faut déjà attendre la fin du XVe siècle, le XVIe siècle. Il faut attendre la Renaissance pour que s'impose l'idée qu'il y a eu une chute de l'Empire romain. C'est quelque chose que que je n'ai pas inventé, qui est bien connu des spécialistes. Mais en fait, les hommes et les femmes ce qu'on appelle les âges obscurs du début du Moyen Âge, ce qu'on appelle le Haut Moyen Âge, ils comprennent tout à fait bien qu'il se passe des choses, y compris des choses très graves, y compris un déclin du commerce, mais aussi un allègement des impôts, ça c'est aussi important, il faut pas l'oublier. La fin de l'Empire romain, c'est aussi un considérable allègement fiscal pour les populations rurales, mais une insécurité pour les voyages longue durée. Il voit bien qu'il se passe des choses, mais la continuité de l'Empire entre l'Empire romain et l'Empire romain à Constantinople est perçue de manière très forte. Donc les gens savent que localement, ils sont sous l'autorité d'un roi goth, franc ou lombard, mais ils savent que l'Empire existe toujours. Et les historiens, qui sont surtout pour cette période des historiens ecclésiastiques, ont un sens très aigu de cette continuité. Et pour les historiens ecclésiastiques, la période qui est pour nous pour vous surtout, cette période de décadence et d'empire décrépit, c'est surtout la période où l'autorité du pape émerge et se développe et prend, et ça c'est une grande théorie des historiens ecclésiastiques du Moyen Âge, prend le relais du pouvoir impérial. Donc, l'idée que l'Empire romain finit et qu'il est décadent, c'est une idée moderne. C'est une idée moderne. Claire Sautinel, dans ce que vous dites, ce qui est intéressant, c'est pas tant de chercher à comprendre pourquoi c'est l'année 476 qui a été choisie et pas une autre année, parce que, vous nous l'avez bien dit, il y avait d'autres années. C'est même de comprendre l'idée même de la construction de la chute de l'Empire romain, qui pendant des siècles, l'Empire romain était une continuité qu'on retrouve en fait, mais extrêmement tardivement. Le Saint-Empire romain germanique existe jusqu'au début du 19e siècle. Cette idée de continuité d'empire est très importante. La notion de chute est aussi une création. Alors vous la situez-vous à quel moment? La Renaissance? Moi, je la situe avec Lorenzo Valla, je la situe avec la Renaissance, parce que la Renaissance, découvrant ou relisant des textes classiques, sans les lire de façon chrétienne et sans les lire comme des anticipations de textes chrétiens, découvre l'idée même que l'Antiquité forme une autre civilisation. Une civilisation différente que le monde dans lequel ils vivent. S'il y a Renaissance, c'est bien parce qu'on veut faire revivre quelque chose qui a disparu. Donc à partir du moment où on redécouvre ces textes, on conçoit qu'il y a eu un moment où ils ont disparu. Alors ces textes, puis ces œuvres d'art, etc. Donc on est obligé de concevoir
une chute pour expliquer que ces choses pour lesquelles on se passionne et qu'on trouve tellement supérieures aux productions contemporaines au XVe siècle en Italie, puis au XVIe siècle dans le reste de l'Europe. C'est là qu'on invente, on invente en même temps l'idée de civilisation et de fin de civilisation. Oui. Et en ça, et on l'a construit sur des critères philologiques, artistiques, juridique éventuellement, et on conçoit de cette façon l'idée que une civilisation, que les civilisations sont mortelles, si vous voulez, et que cette civilisation d'Antiquité, elle est morte. Ce qui est tout à fait faux, évidemment, puisque si cette redécouverte a été possible, c'est aussi parce que ces textes n'ont jamais disparu et que le Moyen-Âge a été un formidable transmetteur de ces textes antiques. Beaucoup ont disparu, mais assez ont survécu pour que on puisse les redécouvrir. Et puis, il y a vraiment cette interrogation, vous l'avez évoqué, autour de la notion de civilisation et d'empire. Et la chute de la civilisation, la chute de l'empire est quelque chose qui intrigue. Je vous propose d'écouter un extrait du film La chute de l'Empire romain, un film d'Anthony Mann en 1964 avec Sophia Loren et Alec Guinness et Marc Aurèle. Et dans ce film, les questions sont posées. Alors des questions qui sont sans doute clichés pour l'historienne, mais qu'il est essentiel de rappeler parce que pour démonter un cliché, il faut au moins le rappeler. Un extrait de La chute de l'Empire romain. L'histoire s'est posé deux grands problèmes. Comment expliquer l'ascension de Rome et comment expliquer sa chute? Nous pouvons mieux le comprendre si nous nous souvenons que la chute de Rome, de même que son ascension, n'a pas eu une seule cause, mais des causes multiples. Ce ne fut pas un coup brusque, mais une évolution de plus de 300 ans. Certaines nations n'ont pas eu une durée aussi longue que la chute de Rome. C'est drôlement intéressant malgré tout, parce que là nous sommes dans un film qui est teinté de péplum, un film d'Anthony Mann, La chute de l'Empire romain en 1964. Ce qui est dit là n'est pas inintéressant, c'est-à-dire que la chute de Rome n'est pas une journée particulière, le 4 septembre 476, quand le dernier empereur, le petit Auguste, Romulus donc, est déposé. C'est quelque chose qui s'explique sur un temps long, mais toujours avec cette idée, il y a une chute de l'Empire romain. C'est toujours la question qui se pose à l'historienne que vous êtes, Claire Sautinel. Peut-on expliquer la chute de l'Empire romain? Mais y a-t-il une chute déjà? Oui, c'est un petit peu alors une chute qui dure 300 ans, puisque effectivement dans l'extrait que vous avez passé, j'ai pas le film en tête, mais le film se passe sous Marc Aurèle à la fin du IIe siècle. Mais c'est vrai que le modèle qu'Anthony Mann a en tête, c'est ce modèle gibbonien d'une décadence de Rome qui commence avec Néron et qui se termine, pour le coup pour Gibbon, avec la chute de Constantinople devant les Turcs. Donc pour Gibbon, c'est carrément une chute qui dure 1200 ans. Et à ce moment-là, peut-on encore parler d'une chute? C'est vrai que c'est très slow motion. On peut, c'est la vie, quoi. Et quand bien même on ne mettrait que 300 ans à chuter, ça interpelle beaucoup parce que là encore, il faut savoir de quoi on parle. Et moi, je crois beaucoup, en tant qu'historienne, à l'importance de prêter attention aux échelles de la chronologie, mais aussi de l'espace et aux thématiques. Si on parle du pouvoir politique, si on parle de la structure politique, il est certain qu'il y a un moment où il y a un empire romain, il y a un moment où il y en a plus. Donc on peut bien parler d'une destruction de l'empire romain, ce que je préférerais à l'idée de chute, parce que l'idée de chute suppose qu'on tombe tiré par la pesanteur. Et ce qui renvoie à des modèles très 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 bien connus aussi de cycles de l'histoire avec les âges de la vie, les contemporains, mais pas en 476 spécialement. Mais c'est très vrai pendant toute la fin du IVe siècle et le Ve siècle. Les auteurs italiens qui écrivent en latin et qui parlent de l'Empire disent tous que Rome est vieille. Il parle de la vieillesse de Rome, parce que Rome, on a fêté en 248 le millénaire de Rome,
Donc il est difficile de ne pas dire que Rome est vieille, si elle a plus de 1000 ans. Mais ils en font souvent une métaphore positive. Rome est vieille, donc elle est sage, et elle peut se régénérer comme le phénix, et elle est vieille avec une éternelle jeunesse, etc., etc. Mais il y a cette conscience de vieillesse de Rome. Et sur le plan politique, dans cette période de décadence, Rome ne cesse de se réinventer, invente de nouvelles manières de gouverner, de nouvelles manières d'exprimer la légitimité des empereurs. Mais arrive un moment, et ce moment il est très clairement en Occident le 5e siècle, arrive un moment où Rome renonce à quelque chose, et quand je dis Rome, je veux dire le pouvoir impérial occidental, et Rome renonce à l'administration directe des territoires provinciaux, en disant ça coûte trop cher. Rome ne se dit rien du tout, mais enfin, on peut considérer que le pari politique, c'est de dire que ça coûte trop cher de percevoir les impôts, de les faire venir au centre pour les redistribuer à l'armée à un moment où on a besoin de l'armée en permanence à cause de la pression aux frontières. Donc il vaut mieux laisser les armées dans un endroit, percevoir elles-mêmes les impôts pour se nourrir et assurer la défense du territoire. Et à ce moment-là, il y a des délégations d'autorité qui font que le pouvoir central perd une partie de ses financements et perd la maîtrise aussi de l'autorité de son armée. Et ça, c'est un mécanisme politique qu'on peut observer, analyser, et qui est bien une déconstruction de l'Empire romain, voire une chute de l'Empire romain, sauf que c'est pas un accident, c'est la conséquence de choix politiques qui auraient pu être différents, et avec sous la pression de situations particulières et autres. Si on parle de la culture latine, si on parle de la culture classique, on n'a pas les mêmes chronologies, on n'a pas la même répartition géographique. Si on parle de culture matérielle, c'est encore différent. Oui, c'est ça, c'est l'intérêt d'avoir ce regard porté par l'historien et l'historienne sur cette période complexe et assez fascinante, parce qu'effectivement la notion même de chute peut être remise en cause, et puis la construction de l'idée de la chute elle-même est passionnante. Vous avez cité à plusieurs reprises, Claire Sautinel, cet historien qui est Édouard Gaillebonne, qui travaille donc et qui écrit au début du 19e siècle et qui impose cette idée de décadence dans son ouvrage Histoire de la décadence de la chute de l'Empire romain. Donc c'est en 1919 la parution, traduction française par François Guizot, donc un vrai rayonnement et une grande influence. Je vous propose d'un extrait de Gaillebonne lu ce matin dans le cours de l'histoire sur France Culture par Jean Frédérix, qui est ce matin également à la technique de l'émission. Jean Frédérix de la famille d'Obélix et d'Astérix, bien sûr, parce qu'il nous fallait bien un peu de résistance dans la chute de l'Empire romain. Nous écoutons un extrait de l'histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain. Pendant les 300 dernières années, sous le voile d'une prospérité apparente, la décadence attaqua les principes de la Constitution. Les 35 tribus du peuple romain, composées de guerriers, de magistrats et de législateurs, avaient entièrement disparu dans la masse commune du genre humain. Elles étaient confondues avec des millions d'esclaves habitant des provinces et qui avaient reçu le nom de Romains sans adopter le génie de cette nation si célèbre. La liberté n'était plus le partage que de ces troupes mercenaires, levées parmi les sujets et les barbares des frontières, qui souvent abusaient de leur indépendance. Leurs choix tumultuaires avaient élevé sur le trône de Rome un Syrien, un Goth, un Arabe, et les avaient investis du pouvoir de gouverner despotiquement les conquêtes et la patrie des Scipions. Les frontières de l'Empire s'étendaient toujours depuis le Tigre jusqu'à l'océan occidental et depuis le mont Atlas jusqu'aux rives du Rhin et du Danube. Le vulgaire aveugle comparait la puissance de Philippe à celle d'Adrien ou d'Auguste. La forme était encore la même, mais le principe vivifiant n'existait plus. Tout annonçait un dépérissement universel. Tout annonçait un dépérissement universel. Édouard Gaillebonne, donc texte du début du 19e siècle, donc il y a un peu plus de 200 ans aujourd'hui, Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain, un texte essentiel par son analyse. Aujourd'hui, bien sûr, les historiens, les historiennes vont remettre en cause des éléments d'analyse de Gaillebonne. Cependant, s'est imposée cette idée de décadence de l'Empire romain. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui, Claire Sautinel, de l'apport de Gaillebonne ?
Alors, l'apport de Gibbon, ça reste une œuvre littéraire magnifique et très plaisante à lire. Gibbon n'était pas vrai, c'est un compilateur. Il a peu travaillé sur les sources. Il a utilisé beaucoup d'auteurs contemporains, mais il a organisé le tout dans un récit d'une grande puissance et très marqué par une idéologie qu'on a pu entendre. Le germe de la décadence pour Gibbon, j'ai noté au vol parce que j'ai pas le texte sous les yeux, c'est le fait de donner le nom de Romain à des esclaves qui n'en ont pas le génie. C'est-à-dire que Gibbon récuse et ce texte, je le situe très bien. Dans ce texte, il parle de Rome au début du IIIe siècle, pas à la fin du Ve siècle. Donc il y a encore 3 siècles de plus à venir par la suite. Mais pour Gibbon, un Anglais d'une Angleterre triomphante et dynamique, donner la citoyenneté aux provinces conquises et aux étrangers et aux esclaves, c'est se promettre, c'est mettre le ver dans le fruit et forcément instaurer la décadence. C'est jamais innocent la façon dont on parle de la fin de l'Empire romain. C'est pas seulement le fait d'être historien ou historienne, mais dire déjà en soi que la fin de l'Empire romain, et je parle là encore de la structure politique, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans beaucoup de domaines. Mais Gibbon, il est intéressé par la structure politique, il le dit bien, c'est la constitution de Rome qui est mise en cause. Eh bien, la façon dont on en parle est forcément profondément idéologique. La fin d'un empire, c'est pas forcément une mauvaise chose pour les peuples qui vivent dans cet empire. À identifier, qu'on parle de la chute de Rome, ça ne me gêne pas, parce que effectivement l'empire, les structures impériales ont bel et bien disparu. Qu'on identifie la chute de Rome à la chute d'une civilisation ou à une catastrophe, et c'est ce qui me dérange beaucoup avec la collapsologie moderne, c'est cette globalisation très très générale. L'empire romain a effectivement disparu. Dans la conclusion de mon livre, je finis en disant la fin de Rome, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde, effectivement, c'est la fin d'un monde surtout pour les élites, surtout pour les super riches de Rome, surtout pour les personnes qui disposent du pouvoir, mais c'est d'autres conditions de vie pas faciles. Et la fin de Rome, elle est passée par beaucoup de catastrophes militaires, par beaucoup d'épisodes vraiment douloureux pour les populations, mais il faut pas tout confondre. Or, Gibbon, il fait un récit qui est tellement, global, qui lit tout ce qui ne retient de l'histoire que ce qui va dans le sens de la démonstration de la chute, et qui porte un jugement de valeur permanent basé sur les valeurs de l'Angleterre, des classes dirigeantes de l'Angleterre de la fin du XVIIIe siècle. Claire Sautinel, c'est essentiel ce que vous dites là. Quand on parle de la chute de l'Empire romain, il faut toujours se placer au moment où les textes sont produits, parce que ça reflète le moment où ils sont produits. Vous êtes l'auteur de Rome, la fin d'un empire, de Caracalla à Théodoric chez Belin, et puis d'Identité civique et christianisme, Aquilée, du IIIe au VIe siècle. C'est publié par l'École française de Rome. Et là se pose la question du christianisme. Le mot apparaît de l'identité. C'est essentiel. Juste un tout petit texte lu par Tatiana Werner. C'est intéressant parce que c'est Saint Jérôme qui, au moment où il travaille sur la traduction de la Bible en latin, est effaré par la prise de Rome par les Goths en 410. Une rumeur terrifiante nous parvient d'Occident. Ma voix s'étrangle. Les sanglots étouffent mes paroles tandis que je les dicte. Elle est donc prise, la ville qui a pris l'univers. Elle s'est donc éteinte, la lumière la plus brillante de tous les continents. Plus précisément, l'Empire vient d'avoir la tête tranchée. Pour dire l'entière vérité, en une ville, c'est l'univers entier qui périt.
Saint Jérôme, lu par Tatiana Werner dans le cours de l'histoire. Au moins c'est très clair, quand Saint Jérôme évoque la prise de Rome par les Goths en 410, il voit la fin de l'Empire. Donc 410 aurait pu être une date aussi choisie pour signifier la chute de Rome. Claire Sautinel, l'apport du christianisme dans la construction de cette chute de l'Empire, quel est-il? Est-il tardif ou est-ce que les chrétiens n'ont pas du tout intérêt à ce que Rome s'écroule puisque l'Empire est chrétien? Non, les chrétiens n'ont aucun intérêt à ce que Rome s'écroule. Alors il y a question complexe pour les 5 dernières minutes de l'émission. Les chrétiens, il y a beaucoup de sortes de chrétiens différents dans l'Empire. Mais depuis la fin du IVe siècle, il y a une orthodoxie impériale, il y a des églises qui sont validées par l'empereur et qui valident l'empereur à son tour et qui sont désireuses de soutenir l'Empire parce qu'elles s'y trouvent bien. Néanmoins, d'une part, les chrétiens sont souvent divisés entre eux pour des questions théologiques ou de discipline, ce qui fait qu'il y a des mouvances hostiles les unes aux autres, ce qui peut interférer avec le soutien à la politique impériale. Et surtout, les chrétiens ont leur vie à eux. Les chrétiens ne se sont jamais, les églises chrétiennes, même à Rome et même à Constantinople, ne se sont jamais complètement confondues avec la structure impériale. Ce qui se passe, alors je dirais qu'il y a 2 choses. Dans une certaine vision de l'histoire de Rome, les chrétiens ont contribué à la chute de Rome parce que les valeurs chrétiennes seraient antinomiques aux valeurs de Caton l'Ancien, aux valeurs de Scipion, pour parler comme Gibbon, dans la mesure où le pacifisme chrétien, ou l'intérêt pour les choses surnaturelles, ou un certain rejet des honneurs civiques, et le rejet de la religion romaine évidemment traditionnelle, aurait affaibli involontairement, sans intention de nuire, mais aurait affaibli l'esprit romain. Et ça, c'est la vision ethnocentrique ou culturocentrique qu'a Gibbon ou qu'ont les historiens du XIXe siècle. Une autre façon et ça c'est un grand débat avec beaucoup d'éléments très 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 complexes, mais c'est une idée un peu idiote parce qu'en réalité les Romains se convertissent à Rome, enfin les chrétiens. Il y a les habitants de l'Empire, les chrétiens se convertissent à Rome et modulent leur façon d'être de façon à être de bons citoyens et des citoyens efficaces et des empereurs parmi les plus vertueux et les plus efficaces que ceux que Rome a jamais connus. Mais par ailleurs, il y a aussi la capacité des églises chrétiennes à survivre quand l'Empire se retire. Dans la Gaule visigothique ou franque, il y a toujours des évêques qui continuent à parler latin, qui continuent à être en communion avec les autres évêques de Rome, d'Orient, d'Afrique ou d'ailleurs. Et ça permet en quelque sorte d'atténuer le choc du retrait de l'Empire romain et donc de faciliter ce retrait d'une certaine façon. J'espère que c'est pas trop tordu ce que je vous dis. Non, mais la complexité, c'est ça qui nous intéresse parce que ce n'est pas le 4 septembre 476 que Rome chute et puis un monde nouveau naît. Non, Claire Sautinel, vous le dites clairement, mais ce que je voudrais savoir pour conclure cette émission, qu'est-ce que il vous semble le plus important de retenir? Parce que 476 est une date pratique pour la chronologie, c'est vrai que c'est bien, mais c'est que 476 est une date qui a été fabriquée un petit peu de manière factice pour donner un moment de fin, ou ça aurait pu être un autre, ou que Rome ne disparaît pas vraiment. Qu'est-ce qui vous paraît le plus important à retenir autour de cette année, de cette chute de Rome en 476? Ce qui me paraît le plus important, c'est de passer des 2 côtés de 476. C'est de reconnaître que l'année est intéressante, mais de ne pas en faire une barrière et une limite. Et je dirais que 476, c'est une année intéressante pour réfléchir et si on fait des cours, si on s'adresse à des étudiants ou même à des élèves, c'est tout à fait intéressant de réfléchir autour de cette année-là.
Ce qui est très dommage, c'est, il faut se libérer du carcan universitaire et considérer que l'Antiquité ne se termine pas en 476 et que le Moyen-Âge ne commence pas là, et travailler ensemble entre médiévistes et antiquisants, aussi bien sur le 5e que sur le 6e siècle, parce que c'est comme ça qu'on fait naître des idées nouvelles sur un champ historiographique qui a été beaucoup labouré depuis des siècles. Et puis toujours insister sur le fait que les gens restent. En 476, ce sont toujours les mêmes personnes qui travaillent dans Absolument. les champs. Ils sont toujours là, Exactement. les ouvriers, les artisans, ils sont toujours en train de travailler et eux, leur monde ne change pas. Merci vivement Claire Sautinel de nous avoir apporté votre regard sur cette année 476 et plus globalement sur cette idée de chute de Rome. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne-Toscane Viudès, Camille André, Camille Rijade et Amélie Perrault. Des émissions à retrouver sur le site internet franceculture.fr ou bien en podcast. Et demain, nous partons au XVIe siècle, en 1520, au seuil d'un monde nouveau.